Bonjour à tous et heureux de vous retrouver pour un sujet d'importance, surtout depuis que sur cette chaîne, j'ai décidé de revenir au texte et de ne pas m'en tenir à ce qui se dit. En effet, le sujet de la violence et de l'usage de la force est important parce qu'il permet de mieux comprendre les évolutions, les transformations, les mutations de notre monde. Et vous allez vite vous apercevoir que quand on étudie le texte, il y a une vraie différence avec la réalité. Ce qui m'a indiqué en tous les cas à moi que la concertation, la discussion ou la paix sont encore des idéaux très vivants dans notre société. Alors 3 raisons m'ont poussé à faire cette vidéo. C'est que d'abord, je voulais pouvoir affirmer que la violence et l'usage de la force, surtout immodérée, est un phénomène boomerang, que les personnes et les institutions qui en utilisent, elles finissent toujours par se retourner contre eux. Alors cela se comprend bien sûr pour les personnes, puisque leur relation avec les autres se détériore et on se détourne souvent des personnes violentes, mais c'est exactement pareil pour les institutions, puisqu'à l'intérieur d'elles-mêmes, le climat se détériore et devient délétère, et les personnes qui s'investissent dans ces institutions, souvent ne trouvent plus de sens en celle-ci, et finissent par démissionner. La deuxième raison qui m'ont poussé à faire cette vidéo, c'était aussi de pouvoir affirmer, contrairement à ce qu'on entend souvent, que la violence n'est la propriété de personne. En effet, tout le monde connaît peut-être la théorie du sociologue Max Weber qui disait que l'État avait le monopole de la violence légitime. Je suis au contraire tenté de vous montrer dans cette vidéo que la définition de la violence et de l'usage de la force dépend surtout de la situation, du rapport de force et de la définition que l'on donne de l'État. Et que quand un État s'approprie cette violence, souvent c'est qu'il agit hors cadre de droit et non pas dans le droit. Et cette différence est d'importance, comme je vais essayer de vous le montrer. Et puis enfin, troisièmement, je pense que nous ne vivons pas des époques plus violentes que celles du passé. En effet, quand on regarde l'histoire, nous avons des périodes d'histoire très violentes, contrairement à la nôtre, mais que, au contraire, la violence et l'usage de la force ont profondément changé de nature, puisqu'avant, il était possible de circonscrire cette violence. On connaissait les groupes, on connaissait les personnes qui étaient violentes, et il était ainsi possible de les combattre, de s'en prémunir. Aujourd'hui, au contraire, cette violence est déconstruite, elle est tout azimut, elle est même dématérialisée, et je dirais que quelque part, tout le monde peut être à la fois sujet et objet de violence, volontaire, voire des fois malheureusement involontaire. Et ce climat d'insécurité fait que, eh bien, tout simplement, on ne sait plus à qui se confier, on ne sait plus à qui avoir confiance. Et enfin, j'aimerais noter que, bien sûr, l'étude de la violence et de l'usage de la force nous pousse, bien sûr, à nous intéresser aux lois sur la sécurité, qui ont toujours été finalement l'étude de l'écart qu'il y a entre d'un côté l'ordre public et de l'autre côté la liberté, les libertés individuelles. Et c'est souvent, je dirais, la relation entre les deux, qu'est-ce qui relève de l'ordre et qu'est-ce qui relève de la liberté, qui ont amené précisément nos législations à vouloir émettre des lois sur la sécurité. Mais cela, on en parlera à la fin, bien sûr. Alors, comme je vous le disais, et comme je le pense surtout, c'est que la violence et l'usage de la force n'est la propriété de personne et dépend profondément de la situation. Alors, pour le comprendre, je pense qu'il est important de s'intéresser au texte et de commencer surtout par ce qu'est finalement la légitime défense. Parce que vous voyez, dans le cadre de la légitime défense, ce n'est pas un agent de l'État qui est concerné, c'est une personne qui n'est pas appartenant forcément à l'État. Alors, le Code pénal la définit ainsi. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée, envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.
Alors ce qui est très intéressant dans cette définition, c'est que vous allez vous apercevoir que les propos avancés ici, c'est-à-dire de la légitime défense dans la nécessité de se défendre, et la proportion de la défense, sont exactement les mêmes arguments que l'on va avoir pour justifier l'usage de la force chez justement les forces de l'ordre. Et pour comprendre justement quel est cet usage pour l'État à travers les forces de l'ordre, eh bien, il faut s'intéresser à la déontologie de la police et de la gendarmerie, un texte intéressant qui met à l'intérieur toutes les obligations et le comportement d'un policier et d'un gendarme, c'est-à-dire des forces de l'ordre, et cela est dans, bien sûr, le Code de sécurité intérieure. Alors, bien sûr, dedans, il est dit d'abord que leur comportement est soumis à la loi, à tous les textes de loi, c'est-à-dire ceux de la Constitution, des traités internationaux, notamment de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des principes généraux du droit et des lois et règlements de la République. Ça, c'est le texte que je suis en train de vous lire et qui est inscrit dans la loi pour définir quels sont les textes qui sont de référence pour leur comportement. Alors bien sûr, dedans, il est décrit le principe hiérarchique, de l'autorité hiérarchique, le principe de l'obéissance, le principe de la probité, du discernement, de l'impartialité. Il est même noté que l'intérêt public est supérieur à l'obéissance hiérarchique. Et donc vous voyez, c'est vraiment un texte très généreux, très important finalement dans le comportement des forces de l'ordre. Et je voudrais vous lire 3 phrases qui me semblent emblématiques pour bien comprendre finalement comment on use de cette force. D'abord, il est écrit que le policier et le gendarme est au service de la population. Très important, c'est-à-dire que c'est l'idée de service qui prime dans leur comportement. Ensuite, ce qu'on peut noter, un autre aspect qui m'a beaucoup marqué, c'est qu'il est écrit que toute personne appréhendée est placée sous la protection des policiers ou des gendarmes et préservée de toute forme de violence. La force de l'expression préservée de toute forme de violence et de tout traitement inhumain ou dégradant. Et enfin, sur l'usage et l'emploi de la force, les mots sont aussi très importants. Le policier ou le gendarme emploie la force dans le cadre fixé par la loi, seulement lorsque c'est nécessaire. Vous voyez, c'est exactement le même argument que pour la légitime défense, quand c'est nécessaire, et de façon proportionnée, encore une fois, c'est exactement le même argument, au but à atteindre ou à la gravité de la menace selon le cas. Et on s'aperçoit avec cette lecture, que ce soit donc de la déontologie des forces de l'ordre ou de la légitime défense qui concerne bien plus le citoyen, qu'en vérité, cela se fait exactement dans les mêmes termes et que c'est bien la situation qui va définir l'usage de la force ou de la violence. Mais ce n'est pas que cela, c'est aussi un rapport de force. Un rapport de force qui fait qu'à un moment, on est dans l'obligation, quelque part, d'user de cette force. Alors, pour cela, je vais prendre un exemple d'histoire. Aujourd'hui, je ne connais pas un seul homme politique, ou même simplement un seul homme d'histoire, qui oserait dire que la résistance, durant la Seconde Guerre mondiale, ne devait pas user de la force ou de la violence pour pouvoir libérer le territoire national. Alors même qu'à l'époque, je vous rappelle que l'État légal était le gouvernement qui était installé à Vichy. Mais là, nous y étions dans un rapport de force de l'histoire, un face-à-face, et donc personne n'oserait dire que l'usage de la force était illégal ou illégitime. Donc cela veut dire aussi que selon les situations, on peut avoir des moments où cet usage devient comme nécessaire. Et donc cette définition du rapport de force est très important pour comprendre finalement la légitimité à user de cette force ou de cette violence. Alors bien sûr, pas besoin de vous rappeler que la guerre est encadrée aussi par le droit, qu'il existe l'expression de crime de guerre,
et que on ne fait pas n'importe quoi aussi dans cette violence extrême. Sinon, bien sûr, souvent après on doit rendre des comptes. Alors, je dis souvent, surtout pour ceux qui perdent la guerre, mais en tous les cas, cela signifie que l'ordre logique n'est pas la guerre, n'est pas la violence. L'ordre logique est la discussion, le dialogue. Et cela me fait penser d'ailleurs à la phrase de Clausewitz quand il disait que finalement, la guerre n'était que la poursuite de la diplomatie par d'autres moyens quand celle-ci avait échoué, parce que cela montre que l'état naturel, l'état de référence n'est pas la violence, est toujours la paix et le dialogue. Et cela se voit aussi dans les textes que je vous ai lus à propos de la légitime défense et de l'usage de la force par les forces de l'ordre. Et enfin, je pense qu'on ne peut pas comprendre ce sujet si on ne s'intéresse pas précisément à la définition de l'État. En effet, selon que l'on a une définition d'un État qui est extérieur à la population ou une définition d'un État qui est à l'intérieur de la population, on n'aura pas la même appréhension de ce qu'est finalement l'ordre public, puisque quand un État se pense à l'extérieur de la population, il a une nécessité de devoir se protéger de cette population, et c'est peut-être là qu'il a la velléité de vouloir abuser de cette force et d'agir bien sûr hors cadre de droit et non pas dans le droit. Et c'est peut-être là précisément la nuance que j'apporterai fortement au propos de Max Weber. Alors, quand on s'intéresse précisément aux lois sur la sécurité, d'abord, on définit ce qu'est l'ordre public. Qu'est-ce qu'on entend par ordre public? Souvent, on le définit comme le bon ordre, la sûreté, la sécurité, la salubrité publique, voire même la tranquillité publique. Et souvent, on l'oppose finalement à la liberté ou aux libertés, comme la vie privée, comme l'aller et venir, c'est-à-dire pouvoir circuler librement, et puis surtout sur le fait que nulle personne ne peut être retenu ou détenu de façon arbitraire, et puis cela amène bien sûr aux fameuses libertés individuelles. Et quand on étudie précisément ces lois sur la sécurité, on s'aperçoit précisément d'une évolution de celle-ci, puisque par exemple en 1981, on va voter la loi de la sécurité et liberté. Vous voyez, les mots ont été posés, c'est-à-dire d'un côté il y avait la sécurité, de l'autre la liberté. En 2003, on a franchi une étape, c'est-à-dire qu'on peut parler de la sécurité intérieure. Cela m'indique précisément que l'État se pense de plus en plus en dehors de la population et pas à l'intérieur d'elle-même. Et puis en 2021, on a encore franchi une étape, puisqu'on va parler de la sécurité globale, c'est sur la vidéosurveillance notamment, et on voit l'envie de l'État de vouloir surveiller ce qui se passe dans la population, comme si elle se retranchait derrière des murs dans cette tour, comme si elle s'isolait de la population. Et bien sûr, cette loi ne va pas s'appeler ainsi, parce qu'elle va devoir même changer de nom en cours de route. Je crois qu'elle va s'appeler la sécurité globale pour la préservation des libertés. Donc vous voyez, elle va être obligée de se réinsérer dans ce fameux écart entre ordre public et liberté. Et un certain nombre d'ailleurs des articles qui vont être dans cette loi de sécurité globale vont être censurés par le Conseil constitutionnel, et certains autres vont être soumis à une interprétation du Conseil, c'est-à-dire que si on n'applique pas les lois comme l'a dit le Conseil constitutionnel, elles n'ont pas lieu d'être. Et donc, vous voyez ce rapport qu'il y a entre les deux. Parce que finalement, quand on veut définir l'État comme quelque chose d'intérieur à la population, ce qui serait logique, puisque finalement un État n'existe que par la fiscalité, c'est-à-dire ce que payent les citoyens, il n'a pas d'existence en tant que tel si les citoyens ne payent pas. C'est bien le fait qu'il y a une population, qu'il peut y avoir un État. Eh bien, dans ce cas-là, on aurait plutôt tendance à favoriser des lois sur la liberté, sur un contrôle de l'administration par les citoyens, et non pas, comme on le fait actuellement, sur une sécurité globale et surtout une obsession à vouloir espionner et savoir ce qui se passe dans la population. Ainsi, pour terminer, j'aimerais revenir précisément sur le texte de Max Weber, que avec tout ce que je vous ai dit, on écoute et on regarde bien différemment. Il nous écrit en effet ceci. Par contre, il faut concevoir l'État contemporain comme une communauté humaine
qui, dans les limites d'un territoire déterminé, la notion de territoire étant une de ses caractéristiques, revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. Et c'est là où je vous ai au contraire montré que cela dépendait de la situation et du rapport de force, et non pas tant de l'État que du droit. Et le droit est bien différent de ce qu'est un État. Cela va bien plus loin, puisqu'elle amène un rapport de force, un rapport de la société sur elle-même. Il continue. Ce qui est en effet le propre de notre époque, c'est qu'elle n'accorde à tous les autres groupes, ou aux individus, le droit de faire appel à la violence que dans la mesure où l'État le tolère. Celui-ci passe donc pour l'unique source du droit à la violence. Par conséquent, nous entendrons par politique l'ensemble des efforts que l'on fait en vue de participer au pouvoir ou d'influencer la répartition du pouvoir, soit entre les États, soit entre les divers groupes à l'intérieur d'un même État. Bien sûr, il s'accorde une sortie, puisqu'il montre bien que finalement ce sera selon les groupes qui seront au pouvoir qu'on orientera l'État, soit du côté d'une définition plus extérieure ou plus intérieure. Mais ce que nous a montré l'étude que je viens de vous faire, directement axée sur le texte, c'est que quel que soit le comportement de cet État, quand il a une attitude violente ou avec un usage de la force immodéré, que ce soit physique ou symbolique ou dématérialisé, il est toujours fait en dehors du cadre de droit et non pas dans le droit. Et cela est toute la différence, parce que quand on revient au texte, et je vous l'ai montré ici en vous lisant ces textes, c'est toujours l'idéal de concertation, de discussion et de paix qui prime sur le reste. L'intérêt public est premier avant tout ordre. Je vous remercie et à très bientôt.